Bonjour. Pardon. Vous publiez en coécriture avec Anna Véronique Elbaz un livre qui s'appelle J'ai failli en finir, avec un petit bandeau qui dit stress, dépression, suicide, le témoignage choc d'un flic. Donc je vais utiliser le mot flic, Pas de je ne souci. vais pas m'avoir Pas de d'ennui souci. avec la police, tout va bien. Avant qu'on commence cette interview, je voudrais donner des chiffres que vous citez dans le livre. Vous dites qu'en 2023, 15 150 policiers ont été blessés en fonction. Ça veut dire plus de 40 par jour. 45 policiers se suicident par an et c'est 41% de plus que le taux de la population normale. Vous dites que 39% sont en détresse psychique et un quart ont des idées suicidaires. Ce sont des chiffres quand même qui font froid dans le dos, et dont je pense que le public n'est pas vraiment au courant que tout ça se passe dans la police. Alors, très tôt, vous avez souhaité être flic, c'était vraiment une vocation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'est manifestée, cette vocation? Ce qui l'a suscité? Alors, elle s'est manifestée assez tôt ou à cause des séries américaines Oui. qui ont bercé mon enfance. Vous étiez fan de Starsky et Hutch? Voilà, j'étais Ouais. fan de Starsky et Hutch. Mhm. Et puis après, plus tard, quand j'ai commencé le handball, j'ai découvert l'esprit d'équipe. Et Ouais. cet esprit d'équipe, je le retrouve aussi dans la police. D'accord. Et en même temps, je voulais pas un métier où il y a de la routine et je voulais pas être derrière un bureau. Mhm. Donc le métier de policier cochait toutes les cases. D'accord. C'était pas simplement être policier, c'était être policier à la BAC, à Paris, dans l'arrondissement le plus difficile. Voilà. Ce sont vos mots. Voilà. Alors pourquoi? D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la BAC et pourquoi c'était votre endroit de prédilection? Alors la brigade anticriminalité, c'est des policiers principalement civils qui sont en patrouille dans les rues à la recherche du flagrant délit ou du crime flagrant, et puis qui répondent aussi aux appels de 17 polices secours les plus graves. D'accord. Donc c'est vraiment un endroit où on est en permanence sur le qui-vive, Voilà. où on est au cœur de l'action. Et vous avez eu beaucoup d'actions difficiles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, de ce que vous avez eu là où vous avez eu à intervenir? Ah ben, rapidement après mon arrivée sur le 18e arrondissement, euh, j'ai vu des collègues de la police secours du 10 intervenir sur un différend familial. 4 collègues sont entrés dans l'immeuble. L'individu auteur du différend les attendait. Ils sont montés, ils ont commencé à monter les escaliers. Et là, en fait, l'individu les a aspergés d'essence. Et sur les 4 collègues qui sont entrés, il n'y en a qu'un qui est ressorti vivant. Ouais. Là, j'étais un très jeune policier, j'étais encore stagiaire. Et c'est vrai que se mettre au garde à vous et puis devant la sortie de l'immeuble et puis voir sortir les corps, ça marque quand même. Ouais. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu aussi l'accident de Diana, la princesse Ouais. de Galles, que vous avez couvert. Et puis on voit bien dans le livre, au fil du temps, au fil des interventions, comment petit à petit se mettent en place des symptômes que vous n'identifiez pas, que vous essayez de refouler, parce qu'un flic c'est fort, ce sont vos mots, Ouais. un flic ça ne craque pas, on n'a pas le droit de Ouais. craquer. Et donc petit à petit vous internalisez tout ça, et jusqu'au jour où ça ne tiendra plus. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les signes de ce qu'on appelle en fait un stress post-traumatique par accumulation? C'est-à-dire que ce n'est pas un seul événement, c'est plusieurs événements qui font qu'au bout d'un moment, le corps et le psychisme lâchent. Alors moi, longtemps, j'ai confondu symptômes du stress post-traumatique. Moi, j'ai pris ça pour de la déformation professionnelle. Le premier des symptômes qui me reste encore aujourd'hui, c'est que je suis obligé de me mettre dos à quelque chose pour pouvoir surveiller la totalité de mon environnement et pas être surpris. Ouais. C'est un syndrome d'hypervigilance, voilà, en fait. ça, donc voilà. Ça, c'est l'hypervigilance. J'ai également
des troubles du sommeil. J'ai Mhm. passé des nuits et des journées entières sans dormir. Euh, Derrière, j'ai une irritabilité Mhm. qui est très importante. Euh, c'est des grosses colères pour des choses très futiles en fait. Mhm. Un gros décalage entre ce qui s'est passé réellement et puis la colère que ça engendre. Ouais. Et puis j'avais un sommeil très agité. Mhm. Voilà, je donne l'exemple dans le livre d'un matin où je me réveille avec le poing enfoncé Ouais. dans l'oreiller de mon épouse, qui heureusement s'était déjà levée. Euh, mais j'ai pas de souvenir de, des cauchemars en fait. Mhm. Et c'est un petit peu qui a perdu dans, dans le diagnostic. En fait, j'avais pas de reviviscence, Ouais. j'avais pas de flashback, Mhm. et j'étais dans l'impossibilité de dire de quoi Ouais. je rêvais en Ouais. fait. Et puis on voit petit à petit comment vous vous coupez des émotions et même le jour de la naissance de votre fille, vous dites que vous n'avez rien ressenti enfin de très fort en J'ai tout pas, cas. voilà, Ouais, que ce soit vous ma avez. fille ou mon Ouais, fils, j'ai pas eu de ouais, sentiment de plénitude en me disant ah, super, je suis papa, etc. ouais. Non, voilà, Mm. Et donc au fil du livre, on voit comment petit à petit les symptômes s'aggravent. Mais enfin, on pourrait penser que c'est une chronique d'une chute, mais en fait, ça m'a fait penser au titre de Philippe Labro, Tomber 7 fois, se relever 8. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous repartez, vous allez vers quelque chose d'encore plus difficile, presque. Hein. Et puis, il y a aussi toute ce que vous appelez votre addiction à l'adrénaline et ouais. au sport. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Euh, donc très jeune policier, j'ai été déjà bercé par l'adrénaline en fait, et dès que les nuits ou après les journées sont un peu calmes, c'est vrai on s'ennuie en fait, et Mhm. on est à la recherche de ça encore plus tout le temps. Et ça vient, comme les symptômes en fait, ça vient s'inviter dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que quand je suis sur ma moto, j'ai du mal à rouler doucement en fait. Ouais, J'y ouais. arrive pas. Il faut que je roule vite pour pouvoir avoir cette adrénaline. Et puis les symptômes m'empêchent d'aller dans des concerts. Au fur et à mesure, au début c'était des concerts, après ça m'empêchait d'aller simplement boire un verre ou manger au restaurant. Mhm. Donc je commençais à vraiment être Ouais, replié sur moi-même en ouais. fait. Et le sport, vous le faites aussi de façon extrême, et en particulier, alors dans la chronologie, à un moment vous quittez Paris par nécessité Ouais. familiale et vous arrivez à Dijon, là c'est l'ennui, et donc vous décidez de préparer le concours de la BRI Du d'abord, raid du d'abord. RAID Ouais. d'abord, voilà, et donc vous vous entraînez beaucoup, et là il y a une fracture du fémur, Voilà. hein, si je ne me trompe pas. Je m'entraîne énormément, donc pendant les tests, je suis pris au test. Pendant les tests, Ouais, j'ai une fracture du fémur. ouais, Donc là, ça me force à avoir un an de repos, un an mhm, sans courir. ouais, Euh, du moment où je peux recourir, je me remets à préparer ces tests. ouais, Un an après, j'y retourne. mhm, Et là, j'ai une fracture ouais, d'une dorsale voilà, pendant la semaine de ouais. test. Et là, vous dites, je croupissais à la maison, je bataillais contre un monstre invisible tapi dans mon âme. Hein. Ouais, en fait, ce qu'il me fallait absolument pas, en fait, c'était rester à la maison à rien Mm. faire. Mm. Enfin, Ouais, c'est ça, oui, oui. d'avoir le Ouais. sentiment de rien faire, en Oui, fait. pour quelqu'un qui cherche l'adrénaline en Là, permanence, c'était c'est compliqué, pas ouais. terrible d'être assis toute la journée. Tout à l'heure, vous avez dit que, en fait, ce qui avait suscité cette vocation, c'était un peu le besoin de l'esprit d'équipe. Et on voit bien dans le livre à quel point c'est important. Et votre devise, c'est on part à 4, on rentre à C'est ça, 4. ouais. Hein, comme s'il y avait cette obsession de il faut que tout le monde revienne au C'est ça. poste après. Hein. Et puis malheureusement, vous avez des collègues qui se suicident. Si je perds mes fiches, on n'est pas bien. Vous avez des collègues qui soit meurent en intervention, soit se suicident. En particulier, il y a le décès d'Arnaud, 36 ans, qui vous marque beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, parce qu'en fait, quelques mois, quelques mois avant son suicide, je, c'est ma dernière nuit sur Paris. On vient de faire une course-poursuite derrière un véhicule volé. Je suis en train de rédiger le procès-verbal d'interpellation. Et puis, je sais que je vais quitter des amis.
et puis un environnement professionnel qui me plaît vraiment. Et puis je suis tout seul derrière l'ordinateur et voilà, j'ai une petite larme qui vient aux yeux et Arnaud rentre à ce moment-là et il voit que quelque chose ne va pas forcément, alors il me demande et moi par pudeur je lui dis non mais ça va. Et 2 mois après que je sois parti, je suis obligé de remonter sur Paris pour aller l'enterrer parce qu'il s'est suicidé. Et je me dis que peut-être que si ce jour-là je m'étais ouvert à lui, si je lui avais transmis l'émotion que je ressentais à ce moment-là, peut-être qu'à son tour, en retour, il l'aurait fait aussi. En fait. Vous avez cette culpabilité-là qui en fait va préparer la suite de vos interventions après. Et puis, petit à petit, alors à un moment, il y a un diagnostic de dépression qui tombe et vous tombez des nues complètement, vous ne comprenez pas. Ouais. Hein, et vous dites que vous allez voir un psychiatre, mais dans le plus grand secret. Vous refusez une hospitalisation de peur qu'on vous prenne votre arme. C'est ça. Hein, et donc vous continuez à faire bonne figure, à essayer d'avancer. Et puis, que se passe-t-il le 22 mai 2016 ? Le 22 mai 2016, en fait, dû au fait que j'étais complètement invivable, j'étais devenu invivable, mon épouse me dit que quelques mois auparavant, je lui avais dit que j'allais partir. Et là, en fait, elle me dit, en fait, tu avais raison, on va devoir se séparer. Et là, c'était vraiment trop pour moi, c'était la souffrance de trop. Donc plutôt que de rester à parler, j'ai pris ma voiture et puis j'ai fait ce que je sais faire le mieux en fait. J'ai roulé vite, très vite. Et puis à un moment, c'est passé près. J'ai manqué d'avoir un accident, donc j'ai ralenti. Et au moment où je ralentis, en fait, là, je suis rattrapé par toutes les interventions que j'ai pu vivre. Je vois notamment le canon, le barillet et les cartouches qui brillent au fond du barillet d'un 357 Magnum qui m'a braqué en 99. Et puis je revois tous les morts que j'ai croisés sur ma route. Et là, je me rends compte que je roule quasiment plus. En fait, je suis à l'arrêt, donc je m'arrête. Je m'arrête et puis je pense à mes collègues qui sont suicidés et je me dis qu'en fait, eux sont tranquilles à ce moment-là. Et donc comme à l'habitude, je suis sorti de chez moi, j'étais armé. Donc voilà, je saisis mon arme, je suis sur le point d'en finir quand j'ai un mouvement de recul du menton et dans le rétroviseur intérieur de la voiture, j'aperçois le regard de mon chien qui est dans le coffre en fait. Et ce regard, en un clic, c'est comme s'il me ramenait à la vie. Je me vois à la troisième personne, je me vois au-dessus et je me vois faire ce que je m'apprêtais à faire et je me dis mais en fait c'est pas ça que je veux faire, c'est pas mourir que je veux. Et puis là il est 10h30 et à 13h je vais au travail. Oui, c'est ça, vous reprenez comme si rien ne s'était passé. On sent bien que vous en parlez encore avec émotion, c'est difficile. Dans le livre, vous dites « Ma vue se brouille, le souvenir du canon de 357 Magnum pointé sur moi, sur nous, Square Léon émerge. C'était il y a 17 ans. L'image du barillet, des cartouches luisantes, toujours aussi nettes, fait monter la nausée. Je n'ai pas envie de mourir, juste d'abattre ce maudit mal-être qui a détruit ma famille. Je saisis l'arme par la crosse, son contact me détend. » C'est des propos qui sont très, 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 très forts. Hein, et je trouve d'autant plus remarquable la façon dont vous rebondissez après, en décidant de vous mettre au service des autres, petit à petit. Et enfin voilà, on voit ce cheminement-là et la façon dont vous vous relevez toujours. Il y a un autre chien qui vous sauve aussi à un autre moment, ou c'est le même, je ne sais plus. Un moment où vous faites le déclic de décider qu'il faut aider les autres, en fait. J'ai la chienne qui était dans le coffre aujourd'hui à 13 ans et
c'est un break de Weimar. Et on a un deuxième break de Weimar, en fait, maintenant, qui a 6 ans. D'accord. Ok. Et qui lui aussi, c'est grâce à lui que vous avez le déclic de vous mettre au service Ouais. de vos collègues, en fait. Hein. Ok. Euh, à un moment, vous dites, alors on peut peut-être expliquer ce cheminement qui vous amène à ça, c'est-à-dire à créer cette association pour aider les policiers. Vous dites qu'il n'y a que, je crois, 1500 psychologues. Non. Non, pas Il du y a tout. 120 120 psychologues psychologues pour 1000. pour 150 000 C'est policiers. ça, voilà. Euh, Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Non, Ça fait, clairement pas. Oui. Donc, et est-ce que les policiers y ont recours ou est-ce que c'est caché aussi comme on n'a pas le droit d'aller mal, on est fort et, Alors, on y a recours, mais c'est vrai que il y a cette image encore du fait que on va voir un psy et parce qu'on est malade, sauf qu'on n'est pas fou forcément quand on va voir un psy en fait. Bien sûr. Et manque de bol, c'est un psy qui vous interviewe, mais bon, tant pis. Pas le choix. Donc, racontez-nous comment vous avez créé l'association PEPS. Alors en fait, je me suis dit que le principal problème que j'avais rencontré pour moi, c'était le fait de ne pas pouvoir parler. Et je m'étais dit que le frein de la parole, c'était parce que j'avais pas le bon interlocuteur en face de moi. Voilà. Le psy n'est pas assez disponible. Hein. On peut imaginer largement que 120 psychologues pour 150 000 policiers, les psychologues sont débordés. Donc je me suis dit, si c'était des policiers, peut-être que j'aurais parlé un peu plus. Donc c'est comme ça que je cofonde l'association PEPS. Les policiers qui répondent au téléphone à PEPS sont formés à la gestion d'une crise suicidaire, à la postvention, l'intervention après un suicide. On est formé au premier secours psychologique d'urgence et on maîtrise parfaitement tous les différents rouages pour pouvoir orienter au mieux les collègues qui ne vont pas bien. Ouais. Vous êtes allé vous former même au Canada. Voilà, avec cette association, on est allé se former à Montréal. Pourquoi Montréal? Parce qu'en fait, ils ont créé un programme d'aide qui a fait 80% de suicides en moins, il y a 17 ans. Et le taux de suicide est resté bas. Donc plutôt que d'essayer des choses, on s'est dit autant prendre des choses qui fonctionnent et les importer en France. Et puis lors de ce voyage à Montréal, je découvre le témoignage et je découvre la puissance du témoignage. Et ils nous expliquent qu'en fait, ils ont mis plein de choses en place, mais que la clé de voûte de leur programme, c'est le témoignage. Parce qu'on peut mettre autant de choses en place, autant de numéros de téléphone, autant de psychologues, mais si la parole n'est pas libérée, personne n'ira les consulter. Et c'est ce qui se passe en France, en fait. Donc j'ai compris que ma place n'était pas forcément en tant que père aidant, mais plutôt en tant que témoignant en vue de mon parcours. Donc j'ai monté mon témoignage avec les gens du programme d'aide de Montréal. Et puis en fait, c'est comme ça que le livre est né, parce que j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai mis un début, j'ai mis une fin, et ça fait un livre en fait. Vous dites que vous avez aujourd'hui 500 sollicitations par mois dans cette association. Dans ce livre, vous dénoncez la politique du chiffre qui court dans la police. Vous dénoncez le manque de formation à la gestion de la mort que vous côtoyez en permanence. Donc, est-ce que c'est aussi ça que vous apportez dans votre association ? Non, dans l'association, on apporte vraiment juste une oreille. Maintenant, c'est aujourd'hui, donc je fais plus partie de l'association parce que je pourrais pas tout faire. Mais aujourd'hui, j'apporte ça. En fait, à une école de police, je vais témoigner et j'explique aux futurs policiers que leur métier est passionnant, mais il est aussi très impactant et qu'il faut se préparer à ça et qu'ensuite, il faut prendre soin de soi également pour pouvoir tenir sur la durée. Alors, j'ai découvert dans ce livre qu'à la clinique du Val-d'Racy à Chalon-sur-Saône, il y avait un service
qui assure le suivi des gens qui font appel à vous. Ouais. Non, ça, je ne savais pas du tout. Oui, grâce au docteur Moulin, qui avait créé un programme, la robe et l'uniforme, que ce soit donc, pour les forces de l'ordre, les pompiers et les personnels soignants également. À un moment, vous dites une phrase qui m'a fait froid dans le dos en tant que psychologue. Vous parlez à un collègue qui vous dit que quelques semaines auparavant, il avait le canon de son pistolet dans la gorge et vous lui demandez ce qu'il a arrêté. Et là, il vous répond qu'il s'est dit « Je vais appeler ma psy. Si elle répond, je continue à me battre. Si elle ne me répond pas, j'appuie sur la gâchette. » Vous vous rendez compte quand même, là, jouer à la roulette russe avec les psys, c'est pas bien du tout. Alors, je ne crois pas que ce collègue-là ait joué à ce moment-là. Non, non, je parle pas. Non, je mets de l'humour parce que c'est un peu dramatique quand même. Ouais. Moi, ce que j'ai invité à faire à ce collègue-là, c'est de multiplier les facteurs de protection. Ouais. En fait, la psychologue qui a répondu, hein, heureusement. Oui, heureusement qu'elle a répondu. Ouais. Pour lui, c'était un facteur de protection. Et je l'ai invité à multiplier les facteurs de protection. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, on a plusieurs personnes à appeler dans ces moments-là. Et en fait, en multipliant les personnes à appeler, on multiplie nos chances que quelqu'un réponde. En fait. D'accord. Ouais. Et plus ça va, plus le temps passe. Et en fait, si on a 5-6 personnes à appeler, voilà, il se passe un peu plus de temps que juste un appel. Oui, parce que jouer sur une personne, c'est très un risqué, peu chaud. Aujourd'hui, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais très bien. Ouais. Je vais bien. Je suis toujours en activité. Je suis enquêteur à la police judiciaire, toujours à Dijon. Et puis, je suis toujours marié. Bien. D'ailleurs, mon épouse est là aujourd'hui. Et puis, voilà, je profite de mes enfants, je profite de la vie, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses dont vous aimeriez parler, que je n'ai pas évoquées? Je voudrais juste te dire que je parle du suicide, parce qu'en fait, si on n'en parle pas, la personne qui est en face de vous, qui a des idées suicidaires, elle n'osera pas en parler. Donc c'est important d'en parler. Beaucoup de monde n'ose même pas prononcer le mot suicide, et c'est pourtant la prononciation de ce mot qui va déclencher la parole chez l'autre, en fait. Oui. D'ailleurs, c'est très net dans votre livre. Vous dites que petit à petit, au fur et à mesure que les symptômes s'installent, l'idée de la mort fait son chemin, mais que vous n'en parlez pas, que vous enfouissez tout, et qu'effectivement, il y a un moment où ça n'est plus tenable. En tout cas, moi, j'encourage vraiment les gens à lire ce témoignage qui est poignant. Et encore une fois, c'est pas tomber, c'est tomber et se relever. Et comment être résilient, et je trouve que vous êtes particulièrement résilient, et la preuve c'est que vous êtes maintenant au service des autres, que vous mettez votre histoire à profit, entre guillemets, pour pouvoir éviter que d'autres suivent le même chemin. C'est ça, c'est dans ce but que j'ai écrit le livre aussi, c'est pour faire gagner du temps à toutes les personnes, policiers ou non, qui sont dans un état dépressif et qui ne savent pas trop comment s'orienter, et puis qui ont même des idées suicidaires, leur dire que on peut avoir des idées suicidaires, on peut être pas bien, avoir des souffrances terribles, mais derrière il peut se passer de très belles choses, en fait. Ouais, c'est un livre très courageux, dans lequel vous décrivez vraiment beaucoup de choses, et à partir du moment où vous comprenez ce qui s'est passé, où on vous met des mots dessus, à ce moment-là, on voit toute la reconstruction que vous faites. Et alors, aujourd'hui, comment assouvissez-vous votre besoin d'adrénaline? Au travail, je l'ai toujours, parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais enquêteur à la police judiciaire, je passe la moitié de mon temps dehors, en fait, et l'autre moitié au bureau. Et comme je suis face à des personnes qui sont encore plus dangereuses que quand j'étais à la BAC, eh bien, il y a ce besoin est rempli là. Et en même temps, j'ai appris à me sevrer un petit peu. J'en ai vraiment moins besoin. Je roule moins vite. Je roule encore un peu, mais je roule moins vite en voiture ou en moto, et j'en ai moins besoin au quotidien. D'accord. En fait. Un peu plus assagi. Voilà. Okay.
Mais merci beaucoup. Merci Je à ne vous. sais pas si des gens ont des questions dans la salle. Non? Pas spécial. Oui? Alors là, ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes, la santé mentale, ça leur parle toujours pas, et il y en a d'autres qui, ben, euh, parce que peut-être aussi ils sont passés par des moments compliqués, qui vont prendre ça en compte. Donc c'est vraiment pas un problème d'institution, mais c'est un problème de personne. Juste reprendre, parce que tout le monde n'était pas là quand j'ai donné les chiffres du départ. Hein. En 2023, 15 150 policiers blessés en fonction, c'est-à-dire plus de 40 par jour. 45 policiers se suicident par an, ce qui est 41% de plus que le taux de la population ordinaire. 39% se disent en détresse psychique et un quart ont des idées suicidaires. Voilà, des chiffres un peu effrayants. Ouais. En fait, donc on parlait de Dracy, vous parliez qu'il y avait pour les soignants aussi. Et comment on y accède? Parce que nous, récemment, on a perdu une collègue qui s'est suicidée. Je vous rassure, on a l'impression que rien n'a été fait. Voilà. Alors vous faites les pages jaunes, Clinique Valdracy, vous expliquez votre situation, et puis alors le docteur Moulin, comme j'ai quitté l'association il y a 2 ans, je suis plus trop à jour. Je sais que le docteur Moulin est parti, et je pense qu'ils ont continué le service. Et donc vous expliquez votre situation, et puis là ils vous donneront les réponses qui seront adaptées. Ouais. Et en fait, faut savoir que quand ils ont créé le service, là, la robe et l'uniforme, euh, ils ont démarché tous les ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, etc. Et ils n'ont eu aucun retour. Et là, ensuite, ils ont démarché l'association. Et nous, on a fait l'effort de leur répondre, d'aller à leur rencontre. Et ils ont fait des choses formidables, en fait. Ouais. Un collègue qui était en crise suicidaire aiguë, il a été admis dans la journée. Ils lui ont trouvé une place dans la journée. Donc c'était vraiment, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment impliquées dans ce qu'elles font. Ouais. Ouais. On se sent démunis, il y a un moment donné, on est seul, quoi. Et là, moi, j'ai été touchée, mais j'ai des collègues qui ont travaillé 30 ans avec Ouais. elles. Et là, elles sont toutes en train de tomber en burn-out, elles n'en peuvent plus. Et il y a un bras de fer qui se fait avec la hiérarchie et personne n'est entendu. Enfin, eux nous écoutent, mais nous entendent pas. Et nous, en fait, on dit ce qu'on a à dire sans entendre la réponse non plus. Donc, Ouais. c'est un dialogue de sourds. Ouais. Et c'est très compliqué. En fait, il faudrait créer la même chose pour le milieu hospitalier. C'est l'idée qui m'a donnée, en fait, tout simplement. Je pense que, ouais, ce serait peut-être... parce que là, on s'épuise toutes, enfin, toutes et tous. Et en fait, on soigne les gens, mais nous, on n'est pas bien. C'est compliqué de prendre soin des autres si nous, on n'est pas bien. Et là, moi, je le vois en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à accepter les choses, à passer les choses. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que j'ai mes enfants qui me tirent vers le haut. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, en fait. Et nous, à l'association, par moment, on avait des personnes qui nous disaient je ne peux pas y aller parce que même un psy privé, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas les moyens, parce que c'est pas remboursé. Et donc du coup, avec l'association, on arrivait à avoir de l'argent et à payer les séances de psy
à des collègues en fait, parce que ça ne doit pas être un frein financier. Alors, il y a maintenant le dispositif Mon soutien psy qui est remboursé sur 12 séances. Ouais. Alors, qui n'est pas, tout le monde n'est pas éligible, mais en tout cas, on peut avoir 12 séances. Et puis il y a le 3114. Le 3114, c'est le numéro qu'on peut appeler en cas d'urgence. Alors on peut l'appeler en cas d'urgence quand on est en crise suicidaire, mais on peut aussi l'appeler par prévention, en disant voilà, voilà ce qui s'est passé, j'ai une collègue qui s'est suicidée dans mon service, je sens que les autres vont pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, même eux, en fait, il y a une antenne à Dijon, et donc cette antenne à Dijon peut éventuellement faire des choses. Voilà, on peut même faire de la postvention, si vous voulez, avec le programme Papageno du ministère de la Santé pour pouvoir libérer la parole, en fait, briser les tabous autour de ça. Voilà, parce qu'en fait, là, il y a une cellule de crise qui a été mise en place, mais on sent que c'est réfractaire, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense qu'effectivement, quelque chose d'extérieur pourrait éventuellement Oui, ça fonctionne bien. aider, ouais. Pardon, je vais être obligée de vous interrompre parce qu'il y a une autre interview après. Je suis à votre disposition, de toute façon. Merci beaucoup. En tout cas. Merci à vous.